Chapitre 2. Inspirez confiance. Si vous abattez toutes vos cartes d'entrée de jeu, vous risquez de susciter une résistance durable. La première fois, ayez l'air de tout sauf d'un séducteur. Que votre approche se fasse oblique, indirecte, afin que votre cible ne découvre que graduellement votre existence. Restez à la périphérie de sa vie, joignez-la à travers des tiers. Feignez d'entretenir une relation relativement neutre et d'amis, devenez peu à peu soupirant. Arrangez un rapprochement qui évoque une prédestination. Rien n'est plus séducteur que l'intervention du destin. Bref, rassurez d'abord, puis passez à l'attaque. De l'amitié à l'amour. Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, connue au XVIIe siècle sous le nom de Grande Mademoiselle, n'avait jamais connu l'amour. Elle avait perdu sa mère en bas âge, puis son père s'était remarié et l'avait ignorée. Elle appartenait à l'une des plus grandes familles d'Europe. Elle était petite-fille du roi Henri IV et cousine du futur Louis XIV. Dans sa jeunesse, on lui avait proposé les plus beaux partis d'Europe, notamment le roi d'Espagne, fils de Charles Quint, et jusqu'à son cousin Louis. Tous ces projets d'alliance étaient fondés sur des desseins politiques. Elle était première princesse du sang ou sur l'attrait de sa fortune, la plus importante du royaume. Aucun de ses prétendants ne lui fit jamais la cour, et rares furent ceux qu'elle rencontra. Pour ne rien arranger, la grande mademoiselle était une idéaliste imprégnée des anciennes valeurs de la chevalerie. Courage, honnêteté, vertu. Elle n'avait que mépris pour les intrigants qui briguaient sa main pour des motifs douteux. En qui avoir confiance? Bref, elle repoussa toutes les avances et s'enferma dans un célibat morose. En avril 1669, la grande mademoiselle avait alors 42 ans. Elle rencontra l'un des plus étranges personnages de la cour, le marquis Antonin Péguilin, cadet de Gascogne et futur duc de Lauzun. Favori de Louis XIV, ce soldat de 36 ans était réputé pour son courage et sa faconde occitane. C'était aussi un incurable don Juan. De petite taille et affligé d'une trogne de soudard, il affichait des manières impudentes et se vantait de ses exploits militaires. Les femmes le trouvaient irrésistible. La grande mademoiselle l'avait remarqué quelques années plus tôt et admirait sa prestance et son aplomb. Mais ce ne fut qu'en 1669 qu'elle s'entretint véritablement avec lui, brièvement. Elle savait pertinemment que c'était un bourreau des cœurs, pourtant elle le trouva charmant. Quelques jours plus tard, ils se rencontrèrent de nouveau par hasard. Cette fois, la conversation se prolongea. Lauzun se révéla plus intelligent qu'elle ne croyait. Ils devisèrent de toutes sortes de sujets élevés. Corneille, qui était l'écrivain favori de la duchesse, l'héroïsme, etc. Dès lors, leurs entrevues se multiplièrent. Ils étaient désormais amis. La grande mademoiselle note dans ses mémoires que ses conversations avec Lauzun étaient chaque fois l'événement du jour. Lorsqu'il était absent de la cour, il lui manquait. Assurément, leurs entretiens étaient si fréquents que leur rencontre ne pouvait être l'effet du hasard. Toutefois, le marquis semblait toujours étonné de la voir. En même temps, elle éprouvait une sorte de malaise. Des émotions étranges la gagnaient, et elle ne savait pourquoi. Le temps passa. La grande mademoiselle devait quitter Paris pour une quinzaine. Lauzun vint la saluer et, sans préambule, la supplia, avec beaucoup d'émotion, de le considérer comme son homme de confiance, le grand ami qui lui rendrait en son absence tous les services dont elle aurait besoin. Sa démarche était certes chevaleresque et poétique, mais que voulait-il dire? Dans ses mémoires, la duchesse identifie enfin les émotions qui l'avaient troublée depuis leur première conversation. Je raisonnois en moi-même
car je n'en parlais à personne, et je me disais, ce n'est point une pensée vague, il faut qu'elle ait quelque objet. Et je ne trouvais point qui c'est toi. Enfin, après m'être inquiété quelques jours, je m'aperçus que c'est toi, monsieur de Lauzun, que j'ai moi, qui c'est toi glissé dans mon cœur. Consciente désormais de la source de ses sentiments, la grande mademoiselle ne tourna pas autour du pot. Si Lauzun devenait son homme de confiance, elle pouvait lui parler de tous les mariages que l'on s'obstinait à vouloir lui arranger. Aborder ce sujet donnerait au Gascon la possibilité d'exprimer ses propres sentiments. Peut-être se montrerait-il jaloux. Lauzun, hélas, ne mordit pas à l'hameçon. Il lui demanda au contraire pourquoi diable elle envisageait le mariage, elle que le célibat semblait combler. De surcroît, qui la méritait? Ce petit jeu dura des semaines. Elle ne parvenait pas à lui arracher le moindre aveu. D'un côté, elle le comprenait. Il y avait entre eux une différence de rang. Elle était la princesse la plus titrée d'Europe, et d'âge. Elle était de 6 ans son aînée. Puis, quelques mois plus tard, l'épouse de Monsieur, le frère du roi, mourut. Louis XIV suggéra à la grande mademoiselle de remplacer sa défunte belle-sœur, autrement dit d'épouser son frère devenu veuf. Elle fut outrée. Il était clair que la couronne cherchait à faire main basse sur sa fortune. Elle prit conseil auprès de Lauzun. Fidèle sujet de Sa Majesté, celui-ci se contenta de lui recommander d'accéder au désir du roi. La réponse déplut à la duchesse. Pire, il cessa de la voir, comme s'il n'était plus désormais convenable qu'ils fussent amis. C'en était trop. La grande mademoiselle répondit au roi qu'elle n'épouserait pas son frère, et c'était sans appel. Elle revit Lauzun pour lui annoncer qu'elle allait écrire sur un billet le nom de l'homme que depuis longtemps elle souhaitait secrètement épouser. Elle lui demanda de glisser le papier sous son oreiller et de ne le lire que le lendemain matin. Sur le papier était écrit « C'est vous ». Ils se revirent le soir même. La duchesse se moquait sans doute, déplora Lauzun. Elle voulait faire de lui la risée de la cour. Elle insista, clama sa sincérité. Il parut stupéfait. Mais la stupeur des courtisans fut bien plus grande lorsque, quelques semaines plus tard, furent officiellement annoncées les fiançailles de ce Don Juan de petite noblesse avec la femme non seulement la plus titrée d'Europe, mais la plus connue pour son inexpugnable vertu. Interprétation. Le duc de Lauzun fut l'un des plus grands séducteurs de l'histoire, et son approche lente et sûre de la grande mademoiselle a été son chef-d'œuvre. Sa méthode était simple, la non-directivité. Ayant perçu dès leur première conversation l'intérêt qu'elle lui portait, il avait décidé de la circonvenir par le moyen de l'amitié. Il allait devenir son concurrent le plus dévoué. Au début, la duchesse fut charmée. Enfin, un homme qui prenait le temps de lui parler de poésie, d'histoire, de hauts faits de guerre, les sujets qu'elle préférait. Progressivement, elle commença à se confier à lui, puis, presque à son insu, ses sentiments pour lui évoluèrent. Comment? Cet homme à femme n'était donc intéressé que par des relations platoniques? N'était-il pas également attiré par sa féminité? Ces réflexions lui firent comprendre qu'elle était tombée amoureuse de lui. Ce fut en partie la raison pour laquelle elle refusa d'épouser le frère du roi, décision intelligemment suscitée par Lauzun lui-même quand il cessa de rendre visite à la duchesse. Et comment accuser Lauzun de convoiter son argent, son rang ou son corps, alors qu'il n'avait jamais esquissé la moindre tentative de conquête? En fait, la géniale tactique de Lauzun fut de lui laisser croire que c'était elle qui prenait toutes les initiatives. Lorsque vous avez choisi la victime adéquate, il s'agit de vous faire remarquer d'elle et d'attiser son désir. Passer graduellement de l'amitié à l'amour peut vous conduire au succès sans que cette manœuvre soit identifiée comme une manigance. Au début,
Vos entretiens amicaux vous permettront de recueillir des informations précieuses sur sa personnalité, ses goûts, ses faiblesses, les rêves d'enfant qui continuent de gouverner son comportement d'adulte. Lauzun fut ainsi capable de s'adapter habilement au goût de la grande mademoiselle dès lors qu'il put l'étudier de près. Ensuite, en fréquentant assidûment votre proie, vous la mettrez à l'aise. Estimant que vous la recherchez pour ses idées et sa compagnie, elle baissera la garde, dissipant la tension qui existe habituellement entre personnes de sexe opposé. Elle sera dès lors vulnérable, car l'amitié aura ouvert chez elle la voie royale du corps qu'est l'esprit. À ce stade, le moindre commentaire impromptu, le plus léger contact physique suscitera une pensée différente qui la prendra au dépourvu. Peut-être pourrait-il y avoir entre vous autre chose. Une fois ce sentiment éveillé, elle se demandera pourquoi vous n'avez pas fait le premier pas, et c'est elle qui le franchira, avec l'illusion qu'elle a l'initiative. Dans le domaine de la séduction, rien n'est plus efficace que de faire accroire à celui ou celle que l'on séduit que c'est lui le séducteur. Je ne la rencontre pas. Je ne fais que toucher la périphérie de son existence. Ce sont là les premières mailles à resserrer autour d'elle. Søren Kierkegaard. Les clés de la séduction. Le séducteur doit savoir guider l'autre dans la direction où il souhaite le faire aller. C'est un jeu qui n'est pas sans risque, car si votre cible s'aperçoit que c'est vous qui la faites agir, elle vous en voudra. L'être humain est ainsi conçu qu'il ne peut tolérer de sentir qu'il obéit à la volonté d'un tiers. À supposer que votre victime mord à l'hameçon, elle finira tôt ou tard par vous en vouloir. Mais si vous parvenez à lui faire faire ce que vous voulez sans qu'elle s'en rende compte, si vous la persuadez que c'est elle qui mène le jeu, la non-directivité est un formidable outil dont le séducteur ne saurait se passer. La première manœuvre est simple. Une fois votre cible choisie, il faut l'amener vers vous. Si vous lui donnez d'emblée l'impression qu'elle a elle-même fait le premier pas, vous aurez gagné la partie. Il n'y aura ni rancune, ni réaction perverse, ni paranoïa. Pour la faire venir à vous, il faut lui en laisser toute latitude, et cela peut s'obtenir de diverses façons. Vous pouvez vous maintenir à la périphérie de son existence, en faisant quelques apparitions çà et là, sans jamais l'approcher de près. Vous attirerez son attention, mais si elle veut que le contact s'établisse, ce sera à elle d'entreprendre la démarche. Ou bien vous pouvez solliciter son amitié, comme Lauzun avec la grande mademoiselle. Vous vous rapprochez ainsi peu à peu, tout en respectant la distance qui convient entre amis de sexe opposé. Vous pouvez également jouer avec elle au chat et à la souris, tantôt lui manifestant de l'intérêt, tantôt lui tournant le dos, afin qu'elle vous suive jusque dans le piège que vous lui tendez. Quelle que soit votre stratégie, évitez à tout prix la tentation de harceler votre cible. Ne commettez pas l'erreur de croire que, faute de la mettre sous pression, elle se désintéressera de vous, ou qu'une cour assidue va forcément la combler d'aise. Ce sera le contraire. Trop d'attention de votre part, trop tôt, ne fera que l'inquiéter. Elle se demandera ce que vous avez derrière la tête. Pire, cela ne laissera aucune liberté à son imagination. Prenez plutôt vos distances. Laissez les pensées que vous avez suscitées venir à son esprit comme si elles y étaient nées spontanément. À plus forte raison si la personne en question vous fait de l'effet. On ne parvient jamais à comprendre parfaitement le sexe opposé. Celui-ci conserve son mystère. C'est précisément ce qui fait naître la tension si délicieuse de la séduction, mais c'est aussi une source de malaise. Freud a exprimé une perplexité restée célèbre quant à ce que les femmes veulent vraiment. Même pour ce génial explorateur de l'âme humaine, le sexe opposé demeurait un pays étranger. Chez les hommes comme chez les femmes, la relation avec l'autre sexe suscite des peurs et des angoisses profondément enracinées. C'est pourquoi, dans les étapes initiales de la séduction,
il faut s'appliquer à calmer toute méfiance chez l'autre. Plus tard, un frisson de danger, un sentiment de crainte peuvent servir la cause du séducteur. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous risqueriez d'épouvanter la cible et de la voir s'envoler. Fixez une distance de sécurité, prenez l'air inoffensif et vous aurez tout loisir de manœuvrer. Casanova cultivait les aspects légèrement féminins de sa personnalité. Son intérêt pour les vêtements, le théâtre, les affaires domestiques. Cela rassurait les jeunes filles. Tullia d'Aragon s'était liée avec de grands penseurs et poètes de son temps, avec qui elle parlait de tout, de littérature, de philosophie, etc. Mais jamais de son boudoir, et encore moins d'argent, son objectif réel. Dans le journal du séducteur de Søren Kierkegaard, le narrateur, Johannes, suit à bonne distance Cordelia. Quand leurs chemins se croisent, il se montre poli et feint la timidité. Cordelia s'habitue à sa présence et ne se méfie pas. Il est même tellement discret qu'elle regrette son manque d'audace. Duke Ellington, grand artiste de jazz et séducteur patenté, éblouissait d'emblée les dames par sa prestance, son élégance et son charisme. Mais seul à seul avec une femme, il se montrait réservé et excessivement poli, parlant de choses et d'autres. Se borner à une conversation banale est une excellente tactique. Vous endormez votre cible. Votre façade anodine amplifie la moindre parole un tant soit peu suggestive, le moindre regard un tant soit peu soutenu. Ne parlez jamais d'amour, et ce silence assourdissant plaidera pour vous. Votre victime se demandera pourquoi vous ne discutez jamais de vos émotions, et, si pareille pensée la traverse, elle ira plus loin, et tentera d'imaginer vos autres préoccupations. Ce sera elle qui mettra sur le tapis le sujet de l'amour ou de l'affection. Le parti pris d'effacement systématique a plus d'une application. Le psychanalyste, qui ne répond que par monosyllabes, conduit le patient à se détendre et à s'ouvrir. Le diplomate Henry Kissinger assommait les émissaires étrangers de fastidieux détails, puis dégainait une demande audacieuse. Aux stades initiaux de la séduction, un discours neutre est souvent plus efficace que l'éloquence. La victime écoute à peine mais observe votre visage, laisse courir son imagination et tombe sous votre charme. Atteindre votre cible par l'intermédiaire de tierces personnes est extrêmement efficace. Infiltrez son cercle et vous n'êtes plus un étranger. Le comte de Gramont, grand séducteur s'il en fut, commençait par circonvenir la femme de chambre de la dame qu'il voulait séduire, son valet, un ami, un amant même. Il recueillait ainsi de précieuses informations sur elle et découvrait comment l'approcher sans l'effrayer. Certain que le tiers choisi les répéterait, il glissait à dessein des remarques qui piqueraient d'autant plus sa curiosité qu'elle les apprendrait d'une personne de confiance. Pour Ninon de l'Enclos, courtisane du XVIIe siècle qui fut un grand stratège de la séduction, le fait de cacher ses intentions n'était pas seulement une nécessité, mais ajoutait du piquant au jeu. Un homme ne doit jamais déclarer ses sentiments, surtout au début. Cela suscite irritation et méfiance. Une femme se persuade beaucoup mieux qu'elle est aimée par ce qu'elle devine que par ce qu'on lui dit, déclare-t-elle. La hâte de se déclarer dénote souvent un faux désir de plaire, avec l'espoir de flatter, une flatterie qui risque plutôt d'irriter et d'offenser. Les enfants, les chats et les coquettes nous attirent à eux avec l'air de ne pas y toucher, voire même en feignant le manque d'intérêt. Apprenez à déguiser vos sentiments. Laissez l'autre se poser des questions et y répondre lui-même. Dans quelque domaine que ce soit, ne laissez jamais voir que vous êtes en chasse. Cela risquerait d'élever une barrière qui ne s'ouvrirait plus. Pratiquez l'approche indirecte. Jouez les caméléons, fondez-vous dans le paysage, prenez un air inoffensif et vous gagnerez en espace de manœuvre. La même chose est vraie en politique, où l'excès d'ambition risque d'effrayer vos partisans. Lénine avait l'air d'un Russe ordinaire. Il s'habillait comme un ouvrier, parlait avec un accent provincial et n'impressionnait guère. L'homme de la rue se sentait à l'aise, s'identifiait à lui. Pourtant,
Sous cette apparence anodine se cachait un calculateur toujours à l'affût. Quand les gens s'en apercevaient, il était trop tard. Symbole, la toile d'araignée. L'araignée choisit un recoin discret pour tisser sa toile. Plus elle la tisse avec un soin méticuleux, plus elle est efficace. Mais rares sont ceux qui la remarquent, car elle est faite de fils presque invisibles. L'araignée n'a pas besoin de pourchasser ses proies, ni même de bouger. Elle attend, immobile, que la victime vienne toute seule se prendre dans son piège. A contrario, un général d'armée a besoin d'espace pour disposer ses troupes et les faire manœuvrer. Plus cet espace est large, plus sa stratégie peut être complexe. Cependant, il est parfois plus habile de fondre sur l'ennemi sans lui laisser le temps de réagir. Casanova, même s'il adaptait sa tactique à chacune de ses conquêtes, prenait souvent le parti de surprendre, d'éveiller d'emblée le désir, par quelques coups d'éclat, par une tenue flamboyante, et à peine avait-il capté l'attention de sa proie qu'il passait à l'offensive. Cléopâtre, en sirène qu'elle était, s'adressait au sens et ne laissait pas à sa victime prise au dépourvu le moindre recours. La première rencontre peut susciter une intensité de désir qui ne se retrouvera plus par la suite. La fortune sourit aux audacieux. Mais ces séductions-là ont la vie brève. Les sirènes et les Casanova font du chiffre. Ils multiplient les conquêtes, ce qui peut devenir lassant. Casanova s'y épuisa. Les sirènes sont insatiables. L'avantage de manœuvres séductrices méthodiquement menées ne sera pas la quantité, mais la qualité.